Bienvenue les amis dans ce nouveau JT du grenier réalisé sans montage, sans trucage, avec mes trois petits singes de la sagesse qui vous saluent, accompagné de ma boule de cristal, puisque je ne peux pas vous mettre mes poules de cristal à la place, c'est des petites marmottes de la sagesse. Nous vous saluons bien bas les amis. Et oui, aujourd'hui on va parler des premières déclarations, notamment du nouveau ministre de l'économie, j'allais dire de la santé, j'aurais presque pu parler du ministre de la santé économique, tant justement la santé de notre économie ne va pas bien. Et donc il a dit « Je ne serai pas le ministre de la confiscation fiscale ni du sous-investissement ». C'est donc de cela que nous allons parler aujourd'hui dans ce JT du grenier, alors que le Premier ministre Michel Barnier va s'exprimer au JT de 20h d'une grande chaîne ce soir, au moment même où je mettrai en ligne cette vidéo. Alors écoutez plus ma vidéo que le Premier ministre, au moins voilà, on fera au nombre de vues entre l'un et l'autre. Mais non, je plaisante, je rigole. Donc les choix pas anodins des ministres de l'économie et du budget, monsieur Antoine Armand et Laurent Saint-Martin. Antoine Armand pour l'économie, Laurent Saint-Martin pour le budget. Alors, qui c'est Antoine Armand, nouveau ministre de l'économie de 33 ans, tout fraîchement diplômé de l'ENA, puisqu'il est sorti de l'École nationale d'administration en 2018. Donc vous voyez, c'est un jeune padawan, ça fait 6 ans qu'il travaille le garçon, hein, donc il a une... Bon voilà, alors il s'est fait connaître notamment par un rapport sur la souveraineté énergétique quand il était président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale et qu'il était à l'Assemblée nationale en tant que député, et donc il était dans cette commission sur, alors je ne sais plus si on était le président d'ailleurs ou pas, enfin bon, peu importe, de toute manière ça ne change pas grand chose. Voilà bien un CV bien maigre, ce qui ne retire rien à la qualité supposée de ce jeune homme, hein, puis quand on voit que Bruno Le Maire, qui est de quelques décennies son aîné, lui laisse 1000 milliards de dettes, après tout, désormais, au point où on en est, on ne sait plus si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose d'être jeune, donc on ne va pas se focaliser là-dessus. En tout cas, bien jeune, il va prendre l'économie et on va regarder ensemble ses premières déclarations d'intention, puisqu'il a fait une interview dans le JDD, le journal du dimanche, aujourd'hui même. Et Laurent Saint-Martin, le ministre du budget, à peine plus vieux, 39 ans, mais il a eu le temps de travailler un peu puisqu'il a été diplômé en 2009 de l'EDEC, donc 2009-2024 on a un petit peu plus d'expérience bien évidemment. Il a d'abord été recruté en 2010 en tant que chargé d'affaires innovation d'Oseo pour la région Picardie, voilà, donc un démarrage somme toute très classique. En 2013 il rejoint BPI France et 3 ans plus tard il intègre pour quelques mois Euronext auprès de Stéphane Boujna qui est le président d'Euronext, du conseil d'administration d'Euronext. Et le 6 janvier 2023, il est nommé directeur général de Business France, chargé de la direction exécutive de la France à l'étranger. Donc en gros, Business France, c'est aussi le sommet Choose France. Vous savez, quand les entreprises elles viennent en France et qu'elles sont reçues en grande pompe à Versailles, etc., par Emmanuel Macron, eh bien, c'était l'ancien patron de ça, monsieur Laurent Saint-Martin, nouveau et actuel ministre du budget. Vous allez voir, c'est très intéressant de faire les liens et de regarder ce que ça préfigure un petit peu. Alors, Antoine Armand, on va revenir, donc on laisse tomber Saint-Martin, on revient à monsieur Antoine Armand, ministre de l'économie. Et donc, première interview du nouveau ministre de l'économie Antoine Armand, c'est le JDD. Si vous tapez ça, vous retrouverez la source sans problème. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je ne serai pas le ministre de la confiscation fiscale ni celui du sous-investissement. Dans notre avenir économique et écologique, je défendrai sans transiger la croissance, l'activité, l'emploi. Ce n'est qu'ainsi, grâce au travail des Français, qu'on crée de la richesse et que l'on peut ensuite la redistribuer. » Ça peut sembler être un enfoncement de porte ouverte, mais il est évident que l'on ne peut redistribuer que les richesses que l'on crée, et encore pas toutes, parce que si on redistribue toutes les recettes, toutes les richesses que monsieur Pierre, Paul ou Jacques
crée, eh bien ça veut dire qu'il ne reste rien à M. Pierre-Paul Oujac. Donc on ne peut redistribuer qu'une partie des richesses créées par Pierre-Paul Oujac qui vont être taxées à hauteur d'un certain pourcentage sur ces richesses. Je me battrai pour que nos politiques d'investissement d'avenir, de soutien aux usines qui se créent soient poursuivies et amplifiées. La compétition internationale implique que l'État soit derrière les entreprises sans faiblir ni alourdir, car les normes n'ont jamais fait une fiche de paye. L'Europe aussi doit être au rendez-vous de la défense de ses intérêts vitaux sans naïveté. Deux choses là-dedans, évidemment. Et d'ailleurs, un autre nouveau ministre, c'est Kasbarian, qui était au logement et qui passe à la fonction publique et je crois plus ou moins à la simplification. Il faut réduire les normes, évidemment, il faut réduire les normes. Enfin, souvenez-vous, la dernière fois qu'ils ont voulu réduire les normes, c'était sous Sarkozy, me semble-t-il, et Sarkozy dit, bon voilà, maintenant si on construit un truc de 20 mètres carrés dans une maison, on n'a plus besoin de permis de construire, une simple déclaration de travaux suffira. Il pensait simplifier les normes, et l'administration, qu'est-ce qu'elle a fait dans son dos? Elle a pris le formulaire donc avant, c'est 4 pages pour la déclaration de travaux, 40 pages, enfin 39 pages pour un permis de construire, et donc l'administration a pris le formulaire permis de construire, a mis déclaration de travaux, a changé le CERFA, et donc maintenant pour une déclaration de travaux, eh bien il vous faut 30 pages, c'est super. Donc très difficile de simplifier contrairement à ce qu'on croit, parce qu'il y a toujours évidemment une bonne raison à une norme, toujours une bonne raison, un bon sentiment, un risque, etc., un principe de précaution, que sais-je, peu importe, mais effectivement les normes n'ont jamais fait les fiches de paye, c'est même l'inverse, elles viennent contrarier bien entendu les fiches de paye. Quant à l'Europe aussi doit être au rendez-vous, là en sous-main vous avez dans cette phrase la notion de souveraineté économique et donc de protectionnisme économique, mais évidemment pas au niveau de chaque pays de l'Europe, mais au niveau européen. Cela dit, ça aurait du sens. Les classes moyennes travaillent et contribuent à la solidarité nationale, elles doivent être soutenues. Et vous savez que la définition de classe moyenne, c'est au maximum 1 500 € net par mois par personne, donc si vous voulez, ça fait pas lourd. Et on est riche à partir de 4 000 € net à deux, donc vous voyez, un couple d'enseignants est un couple de riches, et il n'est plus dans la classe moyenne, il est, il est chez les aisés, les gens aisés, les aisés. Et donc les aisés, on peut les taxer. Exclure d'office certains prélèvements exceptionnels et ciblés ne serait pas responsable dans le contexte budgétaire actuel. Voilà, vous la sentez arriver, l'augmentation fiscale, mais cela ne fait pas une doctrine et ne résout pas notre problème. Nous devons baisser la dépense publique et la rendre plus efficace. Si la solution était d'augmenter les impôts, la France serait depuis longtemps la première puissance mondiale. Nous sommes le pays le plus taxé des pays dits développés de l'OCDE, et donc nous sommes en voie de dédéveloppement, ou de sous-développement, ou de mauvais développement, ou de baisse du développement, ou de ralentissement de notre développement, évidemment parce qu'on croule sous la dépense publique, et nous reviendrons sur des grands chiffres qu'il faut que vous ayez en tête. C'est hyper important pour comprendre la situation économique et la gravité de la situation en France. Là, il dit à la fois tout et son contraire, et puis on voit très bien ce qui va se profiler, c'est-à-dire que de toute manière, on ne coupera pas des augmentations d'impôts parce qu'ils ne savent pas faire autrement, et que c'est bien plus facile d'augmenter les impôts, bien entendu, que de réduire les dépenses. Et enfin, il parle aussi du crédit impôt recherche, qui coûte cher, mais c'est parce qu'il fonctionne, parce que ça permet la localisation en France d'équipes de chercheurs d'entreprises étrangères, donc il rapporte beaucoup. C'est assez juste. Laurent Saint-Martin, le ministre du Budget, le 15 septembre dernier, il n'était pas encore nommé ministre du Budget, puisque ça remonte à hier ou avant-hier, mais il était encore le président, enfin le directeur général de Business France, et là aussi, dans le JDD, il avait donné une interview, surtout ne pas remettre en cause la stabilité fiscale, disait-il. Je vous rappelle qu'il est ministre du Budget, donc c'est lui qui va compter les sous, les plus, les moins, les entrées, les recettes, et augmenter les recettes, et tenter de réduire un peu les dépenses. L'état de nos finances publiques exige que le prochain gouvernement de Michel Barnier, il ne savait peut-être pas encore qu'il allait en faire partie, ou il le savait très bien, fasse des choix courageux, mais n'envoyons pas de contre-signaux sur ce qui a bien marché, à savoir une fiscalité attractive, qui n'est pas, loin s'en faut, paradisiaque. Évidemment, la France n'est pas un paradis fiscal, et c'est parce qu'il y a des enfers fiscaux comme la France qu'évidemment, en miroir, vous avez des destinations
qui paraissent bien entendu paradisiaques. Il faut avoir aucune naïveté, il faut dire les choses telles qu'elles sont, même si ça fait pas plaisir, et même si oui, mais il y a de l'évasion, oui, mais il y a tout ce que vous voulez. Mais je peux vous assurer que la France, dans les pays développés, n'est pas un paradis fiscal, loin de là, c'est plutôt le plus beau des enfers fiscaux, puisque c'est, encore une fois, je rappelle, le pays le plus lourdement taxé. Alors, on peut toujours dire que Pierre-Paul Jacques n'est pas assez taxé, mais enfin, globalement, on est le pays le plus taxé. Ça n'empêche pas de changer des choses, il n'y a pas de problème. L'attractivité retrouvée de la France ne repose pas sur notre compétitivité coût, parce que côté coût, on n'est quand même pas super bien placé. Les investisseurs internationaux ne nous choisissent pas sur ce critère-là, mais sur la qualité de nos formations, de nos ingénieurs, de nos infrastructures et sur l'accès au marché européen. L'accès au marché européen, la France est un pays central, avec un véritable hub de distribution. On a des belles autoroutes, on a des belles infrastructures, on peut aller à peu près partout. Donc de France, on va en Allemagne, on va dans le nord de l'Europe, on va dans le sud de l'Europe. Bref, c'est une position géographique bénie des dieux. De la même manière que nous avons encore de bons ingénieurs, encore faut-il que le système scolaire continue à suivre. Or là, c'est pas le cas, et la qualité de nos formations, là aussi, c'est en train de plonger. Donc, qu'est-ce qui va rester nos infrastructures, à condition qu'on s'en occupe encore un peu, et notre géographie, ça, effectivement, on ne pourra pas la changer, et c'est une bonne chose que l'État ne pourra pas détruire. Il y a un mantra très clair, vous n'exportez pas ce que vous ne produisez pas. Voilà. Vous n'exportez pas ce que vous ne produisez pas. Donc l'un des boulots de Monsieur Saint-Martin en tant que DG de Business France, c'est de pouvoir favoriser l'export, et donc avec un objectif de 150 000 TPE, PME exportatrices aujourd'hui, et un objectif de 200 000 euros à terme. Donc effectivement, tout ça, ça permet de rétablir la balance des comptes courants, la balance commerciale, et puis ça permet évidemment de créer de l'activité en France. Donc on n'exporte que ce qu'on produit, de la même manière qu'on ne peut répartir que les richesses que l'on a créées. Donc, là encore, ça peut sembler être ou enfoncer des portes ouvertes, mais c'est hyper important de rappeler ça. On n'exporte que ce qu'on a produit, donc si on ne produit pas, on n'exporte pas, et donc on a des balances commerciales déficitaires, donc on a une économie qui va mal. Et quand on ne peut pas faire d'ajustement monétaire, puisqu'on partage une monnaie, eh bien on est très mal. Et c'est la même chose avec les richesses, on ne peut répartir que les richesses qu'on a créées. Quand on commence à répartir des richesses que l'on ne crée pas, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On crée tout simplement du déficit chaque année, et ces déficits, quand ils s'accumulent, ils produisent ce qu'on appelle la dette. Et la dette, elle s'accumule, et aujourd'hui, c'est 3200 milliards d'euros de dette. C'est quoi? C'est de la répartition d'argent que nous n'avions pas, de richesses que nous n'avons pas créées, mais que nous avons quand même réparties en allant chercher tout simplement l'argent dans la poche de prêteurs. Alors, c'est important d'être conscient, et donc cette équipe gouvernementale, très clairement, elle est consciente du niveau fiscal, elle est consciente qu'on frôle la confiscation fiscale, et elle est consciente aussi qu'elle est sans tellement de marge de manœuvre économique à très court terme. Donc de toute manière, à très court terme, ils vont augmenter les impôts en essayant que ce soit le moins nocif possible a priori. Alors, il y a deux grandes familles de dépenses. Les dépenses de la sécurité sociale et les dépenses de l'État. Les dépenses de la Sécu, toutes les branches confondues, retraite, vieillesse, maladie, etc., c'est 640 milliards d'euros. Donc il ne faut pas dire attaquons-nous qu'aux étrangers, c'est qu'une partie des choses, attaquons-nous qu'aux retraités, c'est qu'une partie des choses, ou attaquons-nous aux hommes politiques parce qu'ils nous coûtent trop cher, c'est qu'une toute petite partie des choses. Ou c'est pas les chômeurs qui nous coûtent les plus cher, ou c'est pas les gens au RSA qui nous coûtent le plus cher, peu importe en fait. La réalité, c'est que nos dépenses sociales de l'ensemble des branches de la Sécu, c'est 640 milliards d'euros. Je ne juge pas, je vous donne le chiffre. Avec un déficit de l'ensemble des branches, peu importe que ce soit la retraite, la maladie, le machin, peu importe. Ce qui est factuel et objectif, c'est 640 milliards d'euros de dépenses, et 8 milliards de déficit contre 19 milliards de déficit en 2022. Alors évidemment, on peut à dire 10 milliards de déficit sur 640 milliards d'euros, c'est pas tant que ça. Bon, mais des déficits qui se cumulent, les petits ruisseaux font les grandes rivières, certes,
ça marche pour quand on met de côté, mais ça marche aussi pour quand on met pas de côté et qu'on dépense plus que ce qu'on a. Quand on dépense trop, ben, toutes les petites dépenses en trop, ben, ça fait des grandes dettes et des grands déficits. Et l'État, c'est 680 milliards d'euros de dépenses en plus. Alors pareil, on s'en fiche complètement. Hein. L'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la transition énergétique, la transition écologique, c'est fabuleux, faut le faire, c'est très important, il y a urgence, la planète brûle, faut pas regarder. Oui, tu vois, bravo, très bien, je conteste pas. On reste factuel, purement factuel. 680 milliards de plus de dépenses en plus de ce qu'on a vu avant avec la Sécu, dont là évidemment, donc là c'est le budget théorique, hein, c'est bien pire que ça en réalité, source budget.gouv.fr/budget-état, hein, donc voilà, c'est officiel. Vous pourrez aller vérifier vous-même. Donc le solde déficit moins 148, ça c'est ce qui nous manque, en réalité ça sera plus proche de moins de 200. Puisqu'il y a un dérapage dont vous avez entendu parler, 680 plus 640 de la Sécu égale non pas la tête à Toto, mais 1320 milliards d'euros, ce qui fait faire la tête à Toto, parce que c'est Toto qui paye, d'accord? Et c'est tous les Totos, hein, les Totos des villes, les Totos des campagnes, les Totos, quel que soit leur positionnement sur la palette des couleurs, les Totos quel que soit leurs origines, leur religion, leur machin, un truc, rassurez-vous, c'est les Totos qui payent. D'accord? Et les Totos, c'est vous, les Totos, c'est moi, les Totos, c'est nous, parce qu'au bout du compte, la tête à Toto, eh ben, c'est elle qui sert de base à la solvabilité de la nation. Et donc, c'est ce que nous créons comme richesse via nos entreprises, nos salaires, nos activités artisanales. Que vous soyez chauffeur de taxi, boulanger, salarié, bah, quand vous êtes salarié, regardez le super brut et le coût total employeur que vous avez sur votre fiche de paye et regardez ce que vous percevez. Alors, les gentils gens de gauche, ils vous diront « mais c'est du salaire différé ». Oui, mais c'est peut-être du salaire différé, mais enfin, c'est une charge immédiate. Hein. Donc, charge immédiate, salaire différé, Toto, au milieu, il est couillonné. Hein. Faut être clair. Hein. Donc, bon, salaire différé, ça, c'est une invention sémantique pour vous dire « t'es couillonné maintenant hein. ». Mais couillonnade immédiate, mais peut-être retour sur de différé, le retour plus tard, quand tu seras vieux, s'il reste encore de la retraite et des trucs pour toi, bon bref, tout ça c'est pas très sérieux. Ce qu'il y a de très sérieux, c'est ce qui rentre et ce qui sort et la différence entre les deux. Alors ce qui est valable pour une famille, c'est globalement valable pour un État. Et tous ceux qui vous expliquent, oui, mais c'est pas pareil, un État, ça investit sur l'avenir, ce machin, ce truc. Non, un État, ça investit sur l'avenir, ça paye pas des RSA. Et investir sur l'avenir ou payer des RSA, payer des chômeurs ou payer des retraités, tout ça, c'est pas investir sur l'avenir. Je vous dis pas que c'est pas important, je vous dis pas que c'est pas juste, mais c'est pas de l'investissement, c'est de la dépense. Et si on commence pas par poser les bons mots sur les bonnes choses, eh bien évidemment, on se fracasse sur le mur de la réalité. Autre chiffre que je voulais vous partager, donc État Sécu 640, État 680, total 1320, et à comparer au PIB. Alors il y a deux manières de compter le PIB. Ça c'est INSEE, d'accord? Economie.gouv.fr, CDF/PIB, voilà, vous zoomez, vous faites pause, vous retrouverez ce tableau. Le PIB est publié sous deux formes. Le PIB en valeur ou PIB nominal qui calcule la richesse globale à prix courant. Et le PIB en volume qui mesure la croissance économique sans tenir compte de l'évolution des prix et donc hors inflation. Et oui, ben c'est facile de vous dire, oh bah oui, mais regardez, on n'a jamais eu autant de dettes, mais le ratio PIB, déficit dette sur PIB, il s'améliore, c'est quand même génial. Ben évidemment, c'est facile, vous faites grossir le PIB, là, et si le PIB grossit plus vite à cause de l'inflation que le pourcentage de dette, en clair, quand on a 10% d'inflation, eh bien le PIB il augmente de 10%, et puis la dette elle augmente que de 5%. Bah, génial, le ratio il s'améliore de 5 points, c'est considérable, sauf qu'en fait vous avez quand même augmenté votre dette. Donc évidemment la vraie richesse, c'est pas le PIB inflaté, c'est le PIB déflaté, donc c'est le PIB sans l'inflation, donc c'est le PIB en volume. Bon, le PIB en volume c'est 2300 milliards d'euros, 2300 milliards d'euros, 1320 milliards d'euros de dépenses, soit 57% de PIB de la France qui est constitué par la dépense publique. Basiquement, on va dire que 60% de la dépense publique, 60% du PIB c'est de la dépense publique, bah autant vous dire que vous êtes dans un monde qui n'est pas un monde libéral. Ça plaît, ça déplaît, non. Vous avez largement plus de la moitié de la dépense
du PIB qui est constitué de dépenses publiques. Donc pour faire de la dépense publique, il faut faire de l'impôt. Donc pour faire de l'impôt, faut aller chercher de l'argent dans la poche des autres, environ 60%. Ce qui veut dire basiquement que vous avez au mieux 40% de richesse qui est laissée au privé pour financer les 60% de dépenses publiques. Si vous ne voyez pas le problème, je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est un problème. On ne peut distribuer que la richesse créée, et encore pas toute, parce que si vous me prenez tout, je vais arrêter de me fatiguer pour rien, et quand vous me prenez tout, ça s'appelle le communisme, vous l'avez compris, et ça, le communisme, ça ne tient pas bien longtemps, parce que, évidemment, c'est la prime à celui qui va se fatiguer le moins, hein, puisque de toute manière, que tu te fatigues beaucoup ou pas du tout, de toute façon, tu touches la même chose à la fin du mois, donc excusez-moi, je suis très rationnel, je ne vais pas me fatiguer plus que les autres. Alors, évidemment, vous avez des gens qui, comme moi, travaillent par passion, et qui ont cette chance-là, mais vous avez plein de gens, et j'en ai fait partie, où quand on a un boulot qui est plus alimentaire, même si on ne le déteste pas et qu'on peut plus ou moins l'aimer, mais qui est plus alimentaire, on ne travaille pas par passion, on travaille par intérêt, notamment intérêt financier. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Donc il ne faut pas être dans le jugement bête et méchant. Il y a plein de gens, il faut un boulot plus ou moins contraint et forcé, avec plus ou moins d'envie et plus ou moins de motivation, et bien souvent plutôt moins que plus. Voilà, et c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Mais si vous démotivez tout le monde et qu'il n'y a plus les incitations positives, évidemment on s'arrête tous de travailler. En effet, l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen énonce pour sa part que la contribution doit être équitablement répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Autrement dit, la Constitution prévoit en matière de fiscalité un grand principe, non pas de justice, mais d'équité. Le recours au concept de justice fiscale, et ça c'est hyper important, introduit une notion morale qui peut s'avérer dangereuse parce que plutôt qu'être juste, la fiscalité doit être proportionnée, comme l'indique la référence aux facultés contributives et à une répartition équitable. L'objectif, c'est pas d'avoir de la justice fiscale. L'objectif, c'est d'avoir de la fiscalité pour financer une juste fiscalité, pour financer des dépenses raisonnables, convenables, nécessaires et indispensables. Voilà. En clair, que mes impôts, vos impôts financent la prime de Noël de ceux qui ne travaillent pas et les cadeaux qu'ils vont faire à leurs enfants, est-ce que ça relève de la justice fiscale et de la justice sociale ou de la responsabilité individuelle ou de la générosité, là aussi individuelle et volontaire, mais pas forcément de la solidarité forcée, puisque je rappelle que l'impôt, quand il fait de la solidarité, c'est de la solidarité forcée et non pas volontaire. Même si nous payons beaucoup d'impôts, il y a des gens qui versent aujourd'hui beaucoup d'argent, même s'ils n'en payent pas beaucoup, qui versent de l'argent de manière volontaire à des œuvres caritatives. C'est la générosité volontaire. Et puis l'impôt, c'est la générosité forcée. C'est important de réfléchir à l'équilibre entre la générosité forcée, la générosité volontaire, et de savoir où est-ce qu'on place le curseur entre les deux et qu'est-ce que doit financer la générosité forcée. Parler de justice fiscale, c'est courir le risque, évidemment, de sortir de l'objectivité pour faire de l'impôt une notion subjective. Et là, quand vous commencez à rentrer dans la moraline, c'est le début de tous les problèmes et c'est évidemment la porte ouverte à tous les abus. Et c'est valable en tout, c'est valable pour la moraline de la justice du quotidien, c'est valable pour la moraline politique, c'est valable pour la moraline dans les mœurs, c'est valable pour la moraline évidemment dans l'économie et dans la fiscalité. Dès que vous faites de la moraline, vous sortez de cadre objectif pour entrer dans ce subjectif et donc c'est la porte ouverte à toutes les outrances et à tous les abus. Ce qui est juste pour certains sera évidemment injuste pour d'autres alors que le principe de proportionnalité, lui, est intangible. À chacun de contribuer à hauteur et en fonction de ses moyens sans que jamais l'impôt ne devienne confiscatoire ou idéologique.
C'est pas de moi tout ça, c'est de Benoît Perrin, le directeur de Contribuables Associés, qui a là aussi fait c'est mon JT du grenier spécial JDD. Et oui, parce que comme je le fais le dimanche, je lis souvent le JDD le dimanche pour ce JT. Et donc c'est Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, qui met en garde contre l'emploi du concept de justice fiscale dans cette tribune du JDD. Selon lui, en introduisant une dimension morale dans la fiscalité, cette notion risque de détourner l'impôt de ses principes fondamentaux d'équité et de proportionnalité. Eh bien, c'est pas parce que vous êtes très très riche que vous devez tout verser, et c'est peut-être de cette manière dont il faut le voir. Les riches n'ont aucun droit particulier sur les pauvres, et la richesse n'achète pas tout, et l'argent n'achète pas tout. Et c'est heureux que nous soyons tous, normalement dans les textes, égaux devant la loi, mais de la même manière, être pauvre ne donne pas plus de droits sur les riches que les riches ne doivent en avoir sur les pauvres. C'est ça la véritable égalité, la véritable justice, et c'est un petit peu philosophique tout ça, mais c'est important de partager avec vous ces réflexions au plus grand nombre pour avoir un petit peu de profondeur sur ce que va être l'action publique dans les prochains mois et pour bien la comprendre. Voilà, donc pour le moment, a priori, plutôt un gouvernement rassurant dans le sens où on n'a pas des excités du vidage de porte-monnaie, on a des gens plutôt conscients des réalités économiques, que ce soit au budget ou que ce soit à l'économie. On a un Premier ministre, Michel Barnier, qui est plutôt rassurant et pour les marchés, et pour nos partenaires européens, et pour la grosse commission de Bruxelles, et puis évidemment pour les marchés, et c'est pas anodin du tout, c'est plutôt positif. Alors reste qu'il va y avoir évidemment beaucoup de tohu-bohu et de chahut à l'Assemblée nationale autour d'un sujet clé, le budget, la fiscalité, la hausse des impôts, la baisse des dépenses, où est-ce qu'on met le curseur? C'est des sujets passionnants, il n'y a pas qu'une réponse, il faut aborder ça avec beaucoup de sagesse, de tempérance, de finesse. Non, on ne peut pas continuer à faire de l'argent magique. Non, il n'y a jamais rien de gratuit. Oui, ne pas payer les dettes, ça a des conséquences. Donc non, on ne peut pas ne pas les rembourser comme ça. Oui, on a des engagements internationaux. Oui, il y a trop de dépenses. Oui, il faut une juste solidarité. Non, il ne faut pas dévoyer cette solidarité. Bref, vous voyez, des sujets passionnants, mais qui risquent bien vite d'être complètement occultés par la démagogie politicienne qui, depuis 40 ans, détruit notre pays, notre nation, ses infrastructures, de ses hôpitaux à l'école. C'est fort dommage, c'est dramatique, espérons et souhaitons leur bonne chance, parce que s'ils réussissent, eh bien nous en profiterons. Mais je pense que la vie politique française et ses choses-trappes reprendra bien vite le dessus. Merci les amis, bon dimanche, bonne semaine, partagez, mettez des pouces, des likes, débattez en dessous, ensemble, sur justement l'équité, la justice fiscale, la juste solidarité, la solidarité non dévoyée, ce qui relève de la responsabilité personnelle, individuelle, ce qui relève de la solidarité nationale, volontaire ou contrainte, des sujets qui sont passionnants, profondément politiques, philosophiques, éthiques, et puis évidemment économiques, mais l'économie doit être au service de chacun de nous, mais pas n'importe comment. Allez, prenez grand soin de vous, et à la semaine prochaine. Salut les amis.